un sujet qui est tombé pour les ECT, mais qui peut être hyper intéressant d'analyser, non seulement pour les ECG, en vue de l'épreuve HEC-EM Lyon de ce vendredi, mais également pour les étudiants ECT en vue des sujets qui tomberont à Excelia ce même vendredi. Donc à l'écran, vous voyez le sujet qui s'affiche juste ici. Et là, le sujet qui est assez surprenant et assez complexe pour cette conception Audencia, les images, virgule, c'est la vie. Donc un sujet qui peut paraître plus complexe que le mystère de l'image. Qu'en pensez-vous, Arthur, de ce sujet? Et il n'y avait pas de point d'exclamation, hein. Il n'y avait pas de point d'exclamation, c'était un Non. point tout court. Voilà. S'il y avait eu un point d'exclamation, ça aurait pu signifier davantage une forme de, aussi parfois de, alors soit d'enthousiasme, soit de dépit. C'est-à-dire, c'est la vie, c'est ce qui nous tombe dessus. Donc, il y a cette dimension-là qui peut être travaillée. Bon, bien sûr, ça, ce sont des choses un peu subtiles qu'on ne prendra pas au tout départ, même si c'est toujours bien, hein, devant un sujet, de se dire, mais à quel moment, finalement, on aurait employé cette expression dans la vie ordinaire. Les images, c'est la vie, c'est pas une formule qu'on l'aurait employée, mais on aurait pu, en disant, les images, c'est toujours ainsi. Elles arrivent toujours au mauvais moment, ou au contraire, les images sont toujours là pour nous revigorer, pour nous faire retrouver de l'espoir. Voilà, pour rendre un peu au sujet sa dimension accessible. Je pense notamment aux étudiants de prépa ECT qui parfois sont un peu voilà, décontenancés par un sujet qui peut leur paraître difficile. Voilà, n'hésitez pas à retrouver des expressions ordinaires qui sont en arrière-plan. Les images, c'est ce qui rend la vie agréable, c'est ce qui rend la vie dynamique. Et puis, on va aller travailler évidemment sur ce terme de vie. Comme toujours, un peu se rappeler toujours les différents sens, les différentes formes de l'image au départ, pour voilà, ne pas oublier la dimension représentative de l'image, la dimension plus subjective, l'image miroir, l'image où je me vois, où je me retrouve, et puis peut-être une image qu'on partage avec les autres. Et puis dans la vie, alors là c'était très large, parce que la vie ça peut vouloir dire la vie animale, la vie humaine, la vie spirituelle, hein, elle n'est pas complètement exclue, une forme de vie religieuse ou à laquelle on pourrait penser, notamment parce que les images ont une dimension religieuse forte dans l'histoire de la civilisation occidentale. Donc, est-ce que les images ouvrent vers une vie éternelle, une vie au-delà de la vie humaine? Donc, la vie animale, la vie humaine, la vie divine, ça pouvait faire trois dimensions qui pouvaient être travaillées. Et bien sûr aussi le contraire de la vie, c'est-à-dire est-ce que les images favorisent la vie ou est-ce que au contraire elles risquent de la desservir et finalement de l'abîmer? Et là on peut penser aux formes actuelles de l'image qui sont des dénaturations parfois de l'image, l'image publicitaire. Si on dit l'image publicitaire c'est la vie, on va dire, alors la vie se réduit à une image publicitaire. Et donc, dans le c'est, pouvait être interprété comme on risque de réduire à, ou au contraire, c'est euh, ce qui manifeste. Donc, les images manifestent la vie, ou au contraire, les images rabougrissent, réduisent, peuvent écraser la vie. Si l'image est uniquement une reproduction ou si l'image est uniquement une image publicitaire, et donc pourquoi? Et si la vie alors, bien au départ elle devait être une vie pleinement humaine, c'est-à-dire une vie qui va jusqu'au beau, au bien, au vrai. Donc là, on n'y pense pas toujours, mais il faut aller chercher un peu la dimension philosophique de la vie. Une vie humaine, c'est une vie qui s'ouvre à la connaissance, à la vérité. C'est une vie qui s'ouvre à la vie, à la morale. Donc on dira, c'est une vie accomplie. C'est une vie, je sais pas moi, dans laquelle la relation à autrui est essentielle. Oui, mais justement, les images nous coupent de la relation à autrui parce que c'est l'image écran. Elle nous replie sur nous-mêmes.
Et donc, à partir de là, on pouvait, comme ça, dessiner des thèses. Mais c'est vrai que c'est un sujet un peu complexe parce que ça pouvait partir un peu dans tous les sens. Donc, on va essayer de regarder quel plan on peut faire. Mais il y a un présupposé assez fort, c'est que les images pourraient résumer la vie. Donc, en quel sens? Moi, je crois que c'est parce que les images, finalement, fécondent, vivifient, dynamisent la vie. Si nous n'avions pas d'images, notre vie serait sans doute beaucoup moins riche en termes de recherche à la fois intellectuelle mais aussi morale. Nous nous ouvrons aux autres et nous nous ouvrons aux grandes questions de l'existence par des images. On voit ça chez les enfants et on voit ça ensuite dans la culture. Donc les images, finalement, c'est la vie de la culture, ça nous ouvre à une vie pleinement humaine. Mais d'un autre côté, les images pourraient rabougrir, réduire la vie si elles sont amputées de leur dimension exploratrice et réduite à des moyens de communication, à des signaux. Vous avez peut-être fait la différence en cours entre le signe et le signal. Voilà, le signe est une ouverture au sens et le signal est plutôt une modalité du comportement, un instrument. Et on le voit dans la publicité. Hein. Le but de la publicité, c'est pas de nous faire réfléchir, même s'il y en a certaines qui sont très intelligentes, mais souvent elles visent à nous faire acheter et donc à nous réduire à des consommateurs. On va dire, bon, bah, si les images publicitaires, c'est la vie d'un consommateur lambda, évidemment, ça va réduire considérablement le champ d'exploration. On peut penser aussi à la propagande, on peut penser donc à toutes ces dimensions qui risquent au contraire de peser sur la vie et d'aller vers ce que Régis Debray, si vous avez eu cette référence, ça pouvait être intéressant de s'y référer, ce que Régis Debray appelle la mort de l'image. C'est-à-dire l'image elle-même risque de mourir, et si l'image elle-même risque de mourir, alors la vie elle-même risque de mourir. Je crois qu'il y avait cette tension-là. Est-ce que l'image est au cœur d'un déploiement de la vie, ou est-ce que l'image, sous un certain angle, risque au contraire de la menacer de mort? Super, merci beaucoup Arthur. Des étudiants nous disent comment travailler ce terme les finalement qui parle de plusieurs images, sachant que d'ailleurs dans les autres sujets qu'on a pu avoir, que ce soit à Ecricom d'ailleurs ou les ECT ont également composé, qu'est-ce qui apparaît dans l'image, sujet tombé à l'ESSEC, on a encore le mystère de l'image et là on a les images. Donc comment on travaille Voilà, avec ce tout à mystère fait. polysémique? Ça n'empêche pas de faire référence à l'essence de l'image et à montrer comment l'image a une structure alors de représentation ou une structure d'idole, c'est-à-dire elle est un fantasme, c'est une projection du désir, ou l'image est un miroir du sujet, etc. Donc ça n'empêche pas de travailler sur les différentes formes de l'image dans sa structure profonde, et à ce moment-là, c'est l'image. Mais là, le sujet nous invite explicitement à nous demander ce que cela fait à l'image d'être multiplié. Et finalement, nous intéresser au fait qu'il y ait des images, donc il y a une dimension un peu factuelle. Au départ, nous sommes plongés au milieu d'images. Au fond, est-ce qu'il n'y a pas une vie des images qui précède notre aptitude à nous les approprier, à les interroger? Un enfant, un adolescent, même un adulte, au fond, il baigne au sein des images, et quelle forme de vie peut se déployer à partir de là. Et ça n'empêchait pas de montrer que ces images étaient des signes, des représentations, qu'elles avaient une profondeur qui leur est propre, et que même si les animaux ont accès à des images, quand on dit les images, d'ailleurs, on pouvait faire subtilement, alors là, ça va loin, hein, la différence entre des images et les images. Quand on dit des images, ça veut dire un peu n'importe lesquelles. Les images, ça veut dire que on y est attentif et que déjà, on leur prête une signification. Et précisément, c'est ce qu'ont du mal à faire les animaux. Les animaux ont sans doute accès à des images, mais ils ne les cultivent pas, ils n'en font pas, ils ne les intègrent pas à une culture spécifique. Finalement, ils ne leur donnent pas ce déploiement et cette liberté qu'elles vont avoir dans la culture, parce que chez nous, elles
prennent aussi forme dans des supports extérieurs. Parce que, on m'a posé la question tout à l'heure, de quel genre d'image on parle. Il faut toujours se souvenir qu'il y a deux grands genres d'images. Il y a l'image extérieure à nous, et puis il y a l'image qu'on se fait dans la tête, dans l'esprit, qui n'est pas vraiment dans l'esprit d'ailleurs. C'est ça qui est problématique, on ne sait pas très bien où elle est. Elle n'est pas vraiment dans l'esprit, elle n'est pas tout à fait à l'extérieur, et elle est au fond plus un rapport au réel qu'une réalité tangible. Mais les images extérieures sont des réalités tangibles, et c'est le génie de l'homme d'avoir été capable finalement de faire descendre ces images, de les cristalliser, d'abord sur des parois des cavernes, peut-être aussi dans un langage figuré, dans les chants par exemple, le chant, la danse, etc. Ce sont des images qui ne sont plus tout à fait des images mentales, et c'est peut-être là d'abord que se déploie la vie proprement humaine. Et donc dire au fond, les images dans leur diversité ont quelque chose de spécifique parce qu'elles permettent de prendre du recul sur l'existence, elles sont partagées et donc elles forment la spécificité d'une communauté. Et les images conduisent aussi à des cultures, c'est-à-dire que la vie des images dans une culture donnée n'est pas la même que la vie des images dans une autre culture. Et ça pouvait être intéressant parce qu'on pouvait se demander ensuite s'il y a un universel. Est-ce que les images font une seule vie, la vie, ou est-ce que ça fait différents genres de vie? Et puis passer peut-être au risque que fait peser ensuite l'image sur la vie, dès lors que elle prend une forme plus ambiguë, peut-être trompeuse, peut-être illusoire, parce que ça, j'imagine que vous l'avez travaillé. Voilà, et les images, ça renvoie aussi à la duplicité. Si par exemple j'ai deux images qui sont censées renvoyer à la même chose, j'ai deux journaux télévisés qui ne disent pas la même chose sur un événement historique ou un événement médiatique actuel. Bon, alors que se passe-t-il? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'on me trompe? Et donc dans sa référence, l'image est problématique, mais est-ce qu'au fond l'image renvoie davantage à une référence ou est-ce qu'elle renvoie davantage à mes fantasmes, ce que j'ai envie de retenir d'elle, quand je regarde une image photographique, finalement, est-ce que je ne suis pas déjà en train de projeter mes attentes sur celle-ci? Donc, les images conduisent à une forme de vie qui pourrait être une forme de vie un peu narcissique. C'est la raison pour laquelle certaines publicités, certaines images qu'on appelle parfois avec Baudrillard les images simulacres, les images qui sont un peu trompeuses, nous captivent. Et parfois, nous ne sommes pas dupes, mais nous nous laissons faire. Et ça, c'est une vraie question. Donc, quel type de vie se déploie à ce moment-là? Est-ce que c'est la vie moderne? Est-ce que c'est la vie repliée sur elle-même d'un individu égoïste? Est-ce que c'est... Voilà, donc, à chaque fois, il fallait arriver à caractériser la vie. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui vous invitait à le faire plus facilement que le sujet sur le mystère, parce que mystère de quoi, on ne sait pas trop. Là, si vous étiez attentif à cela, et je vous invite à le faire pour les prochaines fois, c'est de se dire quel genre de vie? La vie de quoi? La vie de qui? Ça, c'est intéressant. On a deux questions, Arthur, qui nous ont été posées. La première étant, est-ce que dans ce sujet où on nous parle explicitement de la vie, évoquer la mort des images peut être pertinent? Et la deuxième question que je pose dans la foulée, qui est indirectement liée, c'est quelles sont les principales difficultés de ce sujet qui peuvent nous amener à tendre vers quelque chose de hors sujet? Alors, pour la première réponse, bien sûr que la mort est inclue dans ce sujet. Si le présupposé, c'est que les images sont vitalisantes, qu'elles permettent de déployer la vie, mais il y a un autre présupposé en arrière-plan dans c'est la vie, c'est-à-dire c'est un destin qui pèse aussi sur nous. Et comme la vie est hantée par le problème de la mort, c'était pas du tout hors sujet de parler de la mort, mais ça dépend toujours de la manière dont vous allez introduire la mort. Si vous l'introduisez comme ça en disant première partie, les images permettent une vie de la culture et une vie des communautés et une recherche de la vérité, donc une vie philosophique, j'en sais rien. Et deuxième partie, mais en fait les images c'est la mort, et que vous ne dites pas pourquoi vous en venez là. Là, c'est vraiment, ça ne convient pas parce que on va dire on a un plan qui est artificiel. Ce qu'il faut, c'est qu'on comprenne pourquoi on en est venu à cette question de la mort. C'est-à-dire comment l'image dégénère pour devenir finalement mortifère
c'est-à-dire quelle faiseuse de mort, comment elle conduit à la mort, et quel type d'image est-ce là, et comment dans sa structure même l'image risque, et les images, la quantité des images, et c'est peut-être d'ailleurs la dimension quantitative des images qui est mortifère, parce que leur accumulation nous empêche de réfléchir, nous empêche de mettre le monde à distance, alors que c'était le but de l'image au départ, c'était d'avoir le monde à distance, de pouvoir mieux le penser, mieux y réfléchir. Et là, tout à coup, la quantité des images, l'accumulation des images rend l'esprit captif, et en plus sollicite un désir qui est lui-même centré sur son nombril, centré sur l'individu. Et donc, c'est plus une vie, ça. C'est une petite mort. Alors, voilà, en quel sens? Et on va dire quel genre de mort? Évidemment, c'est pas forcément la mort, enfin, c'est même pas tellement la mort du corps. C'est plus la mort de l'imaginaire. Il y a des jeunes adolescents aujourd'hui qui sont tellement captifs d'images qui s'accumulent et qui les rendent, comme on dit, addicts, hein, qui les empêchent finalement de se tourner vers autre chose, que leur imaginaire, c'est-à-dire leur capacité propre à créer de nouvelles images, s'éteint. Vous voyez, donc c'est une extinction. Donc si vous arrivez à montrer que voilà, il y a une extinction qui finalement est synonyme de mort psychique au fond, de mort morale, là c'est très bien, et c'était vraiment dans le thème. Et puis la deuxième question, donc comment éviter, alors toujours hein, ne pas parler uniquement du contenu des images, en disant les images de ceci, les images, je sais pas moi, les images de la guerre par exemple, on fera une partie pour dire les images de la guerre. En fait, voilà, elles sont catastrophistes, elles nous enferment. On sait que ça dépend de la manière dont l'image va apparaître. Vous avez des journalistes qui nous montrent des images de guerre qui sont extrêmement pacifiantes parce que elles sont un appel à la révolte contre la guerre et à davantage de justice. Donc au fond, elles travaillent à la paix. Et donc en ce sens-là, ce n'est pas parce que le contenu de l'image est spécifié comme morbide, injuste, terrible, horrible, que l'image est nécessairement contre la vie. Donc, il fallait vraiment toujours revenir à la structure de l'image. Donc ça, c'est la première erreur, hein, c'est de parler uniquement du contenu en disant, voilà, les images de ceci, les images de cela, je sais pas moi, les images de la vie de famille sont vivifiantes parce que c'est toujours agréable et c'est le bonheur, et les images de la guerre et les images politiques ou les images médiatiques sont, non, il faut dire pourquoi. Donc il faut vous justifier. Après, la vie, si on la caractérisait pas, si on la prenait comme un acquis, et notamment qu'on la réduisait à la vie du corps ou à la vie animale, là je pense que ça risquait d'être un peu gênant, parce que forcément quand on parle d'image, on est déjà dans une vie un peu psychique. Voilà, donc on pouvait parler du corps vivant en disant par exemple, je sais pas moi, les images de la médecine permettent de guérir les corps. Il va falloir savoir pourquoi, comment on est arrivé à des images qui sont pas des images du même ordre que l'imaginaire, que la littérature. Donc arriver à structurer ça, montrer comment des images rationnelles, des images techniques peuvent être au service de la prolongation de la vie, d'une meilleure maîtrise de la vie. Donc maîtrise des images, maîtrise de la vie, ça fonctionnait. Vous voyez, mais on est vraiment dans l'analyse structurelle. Et à ce moment-là, ça fonctionnait bien. Voilà. Après, disqualifier certaines images au nom d'une conception de la vie qu'on n'a pas justifiée, évidemment là, voilà. Je ne crois pas qu'il y avait de grands risques de hors-sujet, il y avait plutôt le risque de rester vague et de dire des choses qui étaient un peu creuses. Ça, c'est quelque chose qu'il faut évidemment rectifier. Hyper clair. Deux dernières questions, Arthur, avant de passer aux mathématiques. Je vois que certains d'ailleurs commentent des éléments Oui, relatifs aux maths. On y vient tranquillement. bien sûr, on va laisser la place aux mathématiques. Exactement. Premièrement, Arthur, quel type de plan, encore une fois, quelle suggestion de plan pourrait-on avoir pour ce sujet? Et enfin, pour conclure et pour, je dirais, maintenir l'audience, nous donner quelques conseils finalement sur les épreuves
à venir de vendredi. Pour rappel, CG HEC-EM pour les étudiants de prépa ECG, CG Excelia pour les étudiants de prépa ECT. Donc d'abord une suggestion de plan et ensuite les derniers conseils avant d'attaquer ces dernières épreuves de CG pour ces concours 2025. Alors, on pouvait montrer d'abord que l'image, pardon, peut être dangereuse pour la vie. Hein. Alors, prendre un petit peu à contre-pied le sujet, montrer que l'image peut être dangereuse pour la vie, et puis qu'au contraire, finalement, dans une deuxième partie, enfin, alors, pas au contraire, mais que pour certains motifs, donc dans la première partie, on dirait, voilà, en raison de son caractère un peu immédiat, de son caractère éphémère, donc des caractères de l'image nous rendent dubitatifs sur l'intérêt qu'elle peut avoir pour une vie humaine, et puis au contraire, dans une deuxième partie, montrer comment l'image approfondit l'existence, approfondit la vie, et peut-être même permet de la prolonger lorsqu'elle est maîtrisée. Et puis, dans une dernière partie, montrer comment aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, il peut y avoir un danger de l'image. Donc ça aurait été un plan un peu pessimiste, c'est-à-dire, voilà, on commence par dire, voilà, attention, et puis on termine en disant, attention, c'est un peu dangereux. Il me semble que le sujet invitait plutôt à un plan optimiste et ouvert, et moi j'aurais commencé, hein, au contraire, en montrant que l'image ouvre à une vie proprement humaine, et les raisons pour lesquelles finalement elle nous fait chercher un idéal, mais que cet idéal aujourd'hui est en question en raison de la prégnance d'une image égocentrée, d'une image qui finalement a perdu sa dynamique exploratoire au profit d'une dynamique politique, voire de propagande, de publicité, parce que l'image est réduite à un simulacre, à une idole, en raison aussi de l'effet qu'elle a sur le désir. Donc montrer qu'elle peut même être un poison mortel pour la civilisation, une civilisation du cliché finalement, qui n'est pas exclue aujourd'hui de voir naître. Et donc, dans une dernière partie, montrer à quelles conditions l'image peut être revivifiante, peut retrouver un élan créateur, et peut-être aller chercher du côté de l'image esthétique, de l'image créatrice, en montrant comment le sujet lui-même peut être à l'origine d'images originales. Voilà ce que j'aurais évoqué. Ok, hyper intéressant. Les derniers conseils, Arthur, à 2 jours, à 48 heures, même pas de ces dernières épreuves de CG. Bien lire le sujet, toujours se dire que on a des connaissances sur l'image, mais qu'elles ne vont être vraiment mises à profit que si on les articule avec la nouveauté du sujet. Et donc, analyser vraiment de près les différents termes qui vont apparaître, ne pas négliger le singulier, le pluriel, ne pas négliger d'interroger la forme de l'image en rapport avec le second terme. Ça, c'est le conseil que je donnerais. Super. Ben encore mille merci Arthur, hein, pour cette finesse d'analyse et vraiment cet apport pour les étudiants. On se Bon donne rendez-vous. courage les étudiants, et puis ils ont quelque chose à dire, donc allez-y vraiment, ayez confiance dans vos capacités à réfléchir. Magnifique, ça fait super plaisir. On se donne rendez-vous, Arthur, ce vendredi, même heure, pour analyser les épreuves donc, de culture générale Excelia pour les ECT et de culture générale HEC EM Lyon. Merci beaucoup, Arthur. Merci.